Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Moi c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique je sais qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition.
c'était pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, il est l'heure, est-ce que ça marche, ça fonctionne? J'espère que vous allez bien, les amis, pour ce Juste Bistrot, voilà, quasiment d'avant-vacances. Il restera demain, et après ce sera les vacances, les copains, on se retrouve aujourd'hui, beaucoup de choses à se dire. Vraiment, la dynamique de ça part en couille s'accélère tous les jours. Là, tu vois, je me suis dit, on est détendu, on va continuer et finir le débat Laurent-Alexandre, Michel Onfray. On va pas trop choisir de sujet. Ah, ils me sont tombés sur le coin du museau. Ça part dans tous les sens. Je ne sais plus quoi vous dire. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Mais en attendant, on s'installe confortablement. Voilà, bonjour et merci à Alors Yakidi qui vient de sub normal, 8e mois, merci beaucoup. 20K91, 6e mois, merci. Il y a Mapatoche Guada qui est là, 10e mois consécutif. J'espère que tu vas bien. Voilà les amis. Est-ce que ça va par chez vous? Ah, il pleut là. Je sais pas vous, mais là, hier, ça a flotté sévère, hein. Ça a flotté sévère sur Lausanne. Je sais pas vous, où est-ce qu'on en est? Un petit point météo, c'est toujours important quand même, hein. Hein, il faut se le dire. Pimouskassi qui dit il n'y a pas eu Juste Bistrot hier. Non, non, il n'y a pas eu. Ah, j'ai le petit coup de. J'ai un peu la crève, des conneries là. Ouais. Hier, j'étais fatigué. Je fais la sieste. Alors, j'aurais pu streamer la sieste, mais c'est pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant pour vous, d'autant que ça, tu as le droit de le faire quand tu es député européen. Voilà, vous avez peut-être vu passer cette séquence. Ursula von der Leyen a fait son discours. Alors pour elle, elle est présidente des États-Unis d'Europe, hein. Maintenant, c'est cruel, hein. Définitivement, elle nous a pété un boulard. Merci à SebChef17 pour le sub 11e mois et Scordied pour le 15e mois. Elle nous a pété un boulard, Ursula von der Leyen, on va en reparler. Et pendant ce temps, vous aviez une députée européenne, regardez ce qu'elle faisait en plein discours. Et c'est la dame que vous allez voir, hein, tout habillée, on dirait Dolores Sombrage dans Harry Potter. Et elle est chargée de l'immigration. C'est les questions liées à l'immigration en Europe, regarde. We need it. But we also should not underestimate the real threats coming from AI. Elle tricote. Mostly Gen. Ouais, si, elle fait du tricot, mais et bien sûr, sans aucune sanction. Bah non, parce que déjà, celle chez qui on a retrouvé des sacs de sport remplis de billets, elle a été réintégrée, tu vois. Donc, si tu veux, c'est dire où on en est. Parce que je connais des gens, hein, qui se disent, ouais, mais quand même, l'Union européenne, c'est bien, faut pas déconner. Bah, la meuf fait du tricot. Tout le monde l'a vu, hein. Tout le monde l'a vu et tout le monde s'en branle. Non, mais c'est bluffant, hein. C'est bluffant, hein. Il y a un niveau, si vous voulez, de rien à foutre
qui est génial, quoi, qui est absolument génial. Et le discours d'Ursula von der Leyen hier, pour vous dire, c'était du grand n'importe quoi. Là, par exemple, elle nous parle des éoliennes. This is why we will put forward a European wind power package, working closely with industry and member states. We will fast-track permitting even more. We will improve the auction systems across the European Union. We will focus on skills, access to finance, and stable supply chains. This is why we will Voilà. put forward... L'industrie éolienne européenne, bien sûr, qui fonctionne magnifiquement bien. Enfin bref, on va pas se frapper tout le discours parce que c'était du grand n'importe quoi, on s'en doute. Je prends un message du chat qui m'intéresse beaucoup, comme d'habitude, tous les messages m'intéressent. C'est l'ami Jujukal qui nous dit: Salut Rémi, as-tu vu un article Télérama sur Sound of Freedom, le navet préféré des Américains complotistes? Alors pas du tout. On va regarder ça ensemble en direct, bougez pas. Je regarde ça, voilà, on va se le chercher, hein, pour se faire encore un petit peu plaisir. Télérama, il y a 2 jours. Ah ouais, c'est ça. Ah bah tiens, on va le lire. Alors, faut que je le voie. Je vais pas vous mentir, je vais le voir, les amis. Je vais le voir, faut que je le regarde bientôt. Mais on va lire ce que nous dit Télérama parce que je pense que c'est bon signe. À mon avis, c'est bon signe. Merci à Jen Franchi qui vient de sub 17e mois, magnifique, et qui nous dit Hello les copains, je suis pas souvent en live, mais je ne rate aucun replay. Voilà, j'espère que tu vas bien. Et Mamie Lidan qui vient de subprime 11e mois, merci beaucoup les amis, qui nous dit Vive les Cévennes. Voilà, c'est vrai que c'est bien, il faut le dire par moment. Et Sound of Freedom, Télérama qui nous dit Ah, ça c'est là, on va se faire plaisir. Là, on va se faire plaisir. Carton de l'été aux États-Unis, ce film soutenu par les conservateurs n'avait pas de distributeur en France. C'est finalement Sage Distribution, la société aux convictions chrétiennes. Oula, déjà quasiment des nazis, qui le sortira le 15 novembre sur nos écrans. Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? On va le lire, hein, c'est pas très long, donc on va se faire plaisir. C'est comme un bonbon, tu manges jamais la moitié du paquet, hein, ou comme une bite. Non, ça c'est vulgaire, tu vois. Ça, c'est vulgaire, par exemple. C'est mieux les bonbons. Non, mais je m'échauffe, là, pour les blagues sur scène. Tu vois. Ça, par exemple, celle-là, faut pas la faire. Les bonbons, c'était bien. Faut s'arrêter aux bonbons. C'est l'un des grands succès de l'été aux États-Unis. 180 millions de dollars de recettes. Mais on n'était pas sûr de le découvrir un jour en France. À vrai dire, les regrets étaient minces. Sound of Freedom, biopic d'un certain Tim Ballard, mormon revendiqué ayant fondé en 2013 une organisation spécialisée dans l'infiltration des réseaux de traite d'enfants en Amérique latine et aux Caraïbes, a pour supporters Elon Musk, Donald Trump et le réseau complotiste Canon. Donc là... De quoi effrayer tous les distributeurs hexagonaux, à l'exception de Sage. Cette société aux convictions chrétiennes qui a déjà défendu cette année Vaincre ou mourir. Oh putain, la fiction révisionniste sur les guerres de Vendée. Parce qu'en fait, la Vendée n'existe pas. Vient d'annoncer qu'elle prévoyait une exploitation du film dans près de 500 salles à partir du 15 novembre prochain. En soi, Sound of Freedom est surtout un gros navet, sans cinéma à l'intérieur ni théorie du complot. Mais avec sa récupération par la droite dure américaine et l'obsession des réseaux conspirationnistes pour la pédophilie. Voilà. En fait, c'est quasiment les réseaux conspirationnistes qui sont pédophiles, parce qu'ils sont obsédés par ça. Hein. Ce mauvais thriller d'Alejandro Monteverde sent le soufre. Ça sent le soufre. Non mais je le répète parce que j'ai pas l'impression que vous étiez au courant. Rappelons que les partisans de Canon ont une conviction. Trump est en croisade contre les élites démocrates de la finance, des médias et de Washington, elles-mêmes soutenues par les réseaux satanico-pédophiles qui torturent des enfants pour leur soutirer de l'adrénochrome, une substance rajeunissante. Sage Distribution s'est donc empressé de préciser « Nous espérons que le film pourra éveiller les consciences en permettant un débat apaisé et fécond avec l'aide des experts, des journalistes d'investigation et des associations qui travaillent sur ces sujets depuis des années. » Ce qui ressemble fortement à un vœu pieux. Ah, c'est chaud. Ouais. Là, ils ont tout mis. Hein. Franchement, honnêtement, il manque nazi et carnivore. Hein. Après, tu as le carton plein. Hein. Ils ont coché toutes les cases. C'est le bingo de l'anticomplotisme. Et puis en plus, tout ça pour un film qui, en lui-même, n'est pas complotiste.
Mais comme il y a des gens complotistes qui vont le voir, ça devient complotiste. C'est comme Titanic. Il y a beaucoup de footballeurs qui sont allés le voir. Et ben en fait, Titanic, c'est pas du tout un film sur un bateau qui se casse la gueule. C'est un film de football. Non, mais parce que les gens pensaient que c'était un truc naufrage avec une histoire d'amour, je suis le roi du monde et vas-y que je t'en mange dans une voiture dans la cale. Non, 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 pas du tout. C'est un film sur le football. Parce qu'il y a des footballeurs qui sont allés voir Titanic, donc c'est un film de football. Là, je dis des bêtises, mais c'est quand même ce que dit le film, hein, ce que dit le Télérama, hein. Télérama te dit, le film n'est pas complotiste, mais comme il est vu par des gens qui supposément sont complotistes, parce qu'en vérité on ne sait pas, c'est un film complotiste. Ah. Non, mais c'est pas évident, hein. Tu vois, puis la phrase qui me plaît quand même beaucoup, le déshonneur par association, mais si vous voulez, là on est au niveau plus, hein, vaincre ou mourir, la fiction révisionniste sur les guerres de Vendée. Déjà, c'est une fiction. Bon, tout le monde t'a parlé d'un film historique, certes, qui fait débat, mais pour eux, c'est une fiction. Par contre, Men in Black 2, c'est un reportage pour Télérama. Non, ça va loin. Franchement, ça va très très loin. Honnêtement, moi, je sais pas quoi vous dire, mais au bout d'un moment, faut qu'ils fassent gaffe. Je veux dire, t'es pas d'accord, t'aimes pas le film, ok, mais là, ça se voit, sans déconner. Fiction révisionniste sur la Vendée. À deux doigts de te dire que la Vendée n'existe pas, en fait. Et que, en fait, non, ça n'a jamais été en France. Le vrai nom, c'est Piglock. Voilà, le département s'appelle le département de Piglock. Vendée, c'est pour les conspirationnistes. Hmm. Je, je ne les inviterai pas à aller se faire cuire le cul. Voilà, je reste respectueux, mais on n'est pas loin quand même, hein. On n'est pas loin. Parce que le déshonneur par association, ça a ses limites. Mais le plus savoureux, alors là on est dans le pronostic, on verra. Mais le plus savoureux, c'est quand Sound of Freedom va faire un carton en France et qu'ils vont nous sortir les mêmes articles en essayant, tu sais, de monter la mayonnaise. Et de dire, ouais, quand même, 1 million de spectateurs qui sont allés voir ça, 1 million de conspirationnistes, c'est le mouvement Canon, toutes les places ont été achetées par Elon Musk. Enfin, je sais pas quelles conneries ils vont nous sortir, mais c'est quand même bluffant, quoi. Je veux dire, si c'est un film de merde qui relate des théories bidons, les gens sont intelligents, ils vont s'en rendre compte. Comme quand tu lis Télérama, tu vois bien que c'est de la merde. D'ailleurs, plus personne ne le lit, tu vois. Les gens ont un libre arbitre. Les gens se rendent compte. Dire, je fais des blagues, mais au fond, je suis sérieux. Il faut quand même se rendre compte que les mecs sont dans une démarche que ils ont un parti pris, si vous voulez, c'est que de ne pas vouloir contre, à mon avis, c'est que mon avis. Merci à Neonium7 pour le sub troisième mois, merci. Ces gens-là ont un parti pris et semblent vouloir empêcher les gens d'aller regarder un film qui traite du sujet de la pédocriminalité, parce que je vois pas d'autres arguments. Et donc, ils en sont à un point où ils vous expliquent, si vous voulez, comment il faut voir un film. Mais c'est-à-dire que demain, je sais pas, il y a Star Wars 10 qui sort, tu peux avoir ce gang de guignols qui font des articles en disant oui, attention, on n'est même pas sûr que c'est de la science-fiction, la princesse Leia, elle a même pas de couilles. Enfin, euh, franchement, ça devient grossier. Les mecs se décrédibilisent. Les mecs se décrédibilisent, si tant est qu'il resta un petit peu de crédibilité à Télérama. Mais franchement, c'est assez minable. Mais bon, bref, tu vois, quand je vous dis que les sujets en bois nous tombent sur le museau, celui-là, il n'était pas prévu dans le tirage. Mais gagnons au tirage, gagnons au grattage. Et donc, là, on est gagnant. Là, on est gagnant. Donc, dans les autres sujets que je voulais évoquer avec vous, les amis, plutôt géopolitiques, hein, alors que hein, c'est pratique d'un autre âge d'interdire la culture parce qu'on ne touche pas à la culture, hein, justement, on est dans le thème. Info France Inter, le ministère des Affaires étrangères demande de ne plus programmer en France les artistes du Niger, du Burkina Faso et du Mali. C'est la France, hein. C'est la France. Non, mais parce que tu sais, tu te dis, ça peut être la Corée du Sud, la Corée du Nord, pardon, la dictature. Non. Voilà. Alors, la culture, faut pas y toucher, mais quand, quand c'est les autres, ça va. Parce que le Niger, tu sais, en ce moment, ils aiment pas trop la France, hein. Je vous remets l'article, hein, pour ceux que. Et puis, on va aller sur le site officiel de France Inter. Donc, là, c'est officiel, hein, c'est la radio publique, hein. Les consignes du Quai d'Orsay pour ne plus programmer les artistes du Niger, Mali et Burkina Faso. Ouais.
Mais c'est pas de la censure. Voilà. C'est. Non, mais il faut. Voilà, hein, c'est. D'ailleurs, du coup, je voulais vérifier pour être sûr de ne pas me tromper. Maintenant, on ne peut plus écouter Amadou et Mariam. Le dimanche à Bamako, c'est un jour de mariage. Tu ne peux plus. Parce qu'ils sont maliens. Donc, si tu écoutes ça, tu es complotiste, en fait. Le spectre s'élargit, hein. Ça commence à faire beaucoup de choses, honnêtement. Parce qu'avant, bon, c'était regarder RT France. RT France, c'était la Russie. Donc là, bon, on interdit RT France. Merci à Twitch de Sam qui vient de sub 8e mois. Bon, d'accord. Là, maintenant, si tu commences à interdire les artistes de pays qui sont plus d'accord avec la France, ah bah, tu vas finir par écouter Zaz, Vianney et l'album de reprise de Jacques Brel par Elisabeth Borne, hein. Il va plus rester grand-chose, hein. Mais je sais que ce sont des pratiques d'un pays dictatorial, je le sais, hein. Je suis au courant, hein. Mais bon, si, Bilal Hassani, tu pourras écouter. Bilal Hassani, tu as le droit. Carl Olive, voilà, Miss Deans qui dit absolument. Carl Olive, tu as le droit. Parce que ça va. C'est bon. Mais Amadou et Mariam, tu peux plus. Tu peux plus parce qu'ils sont maliens. Non, non, je sais pas quoi vous dire, mais franchement, il va falloir se rendre compte de ce qui se passe en France. Enfin, on dit ça tous les jours, tu me diras. Puis vous êtes au courant, je ne vais rien vous apprendre. Mais c'est tendax, hein. C'est tendax. Et puis, même des pays, si tu veux, qui, bon, malheureusement, l'histoire a montré qu'en termes de dictature, hein, c'est pas à eux qu'on va leur apprendre quelque chose. Mais faut que je vous retrouve ça. C'est la presse allemande. Ah merde, j'ai pas accès à l'article. J'ai vu passer ça. La presse allemande qui a comparé Emmanuel Macron à Néron. Ouais. Dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bon, je suis pas. Je vais essayer de vous trouver le lien, bougez pas. Ça a été relayé par Guillaume Bigot sur Twitter. Regarde, attendez, je vais essayer de vous trouver le truc. On va se lire ça en allemand parce que j'ai quelques notions. J'ai une paire de Birkenstock. Enfin, je peux me débrouiller. C'était où? Où est-ce qu'il parle de ça? Ta, 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 ta. Attends, ils en ont parlé il y a pas longtemps. Bon, alors sinon, je vais vous montrer l'article de Guillaume Bigot. C'est pas grave, on va se débrouiller. On va se débrouiller, hein. De toute façon, si ça a été juste pour m'entendre parler allemand, bon, c'était pas grave, hein. C'était pas grave. Mais voilà, Guillaume Bigot qui nous dit on hurle à la mort car Mélenchon compare le président à Pinochet. On va en parler de ça aussi. Fort bien, la presse allemande le compare à Néron. Donc, il donne un lien du courrier international si jamais pour ceux qui veulent creuser. Bon, c'est. Mais en même temps, quand on est à interdire Amadou et Mariam, puis on parle d'eux, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres artistes, hein, burkinabés, maliens et autres, qu'on a en France. Mais c'est le progrès, toujours dans le progrès. Mais aujourd'hui, je vous assure, les amis, c'est un gros sujet que je veux creuser et que j'évoquerai avec vous bientôt. Vous avez compris, on va bientôt vous parler d'un truc, mais voilà. Une des questions qui m'angoisse, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas qui m'occupe beaucoup l'esprit aujourd'hui, c'est comment regardera-t-on tout ça dans 20 ans? Franchement, hein. Parce que c'est bien pendant des décennies d'avoir enseigné à l'école, plus jamais ça, tous ces gens-là qui ont été embarqués dans la guerre et qui n'ont pas vu ce qui se passait sous leurs yeux. Aujourd'hui, honnêtement, et parce que l'histoire ne se répète jamais deux fois, ça ne sera pas la même chose, hein. On ne va pas revivre exactement la même chose. Mais je ne sais pas comment on regardera notre époque, mais vraiment dans 20 ans. 10 ans peut-être, mais 20, 30 ans, c'est tout à fait possible. Comment tout ça va s'écrouler? Comment tout ça va s'écrouler? Comment ça va finir? Et c'est vraiment la question que je me pose parce que, enfin, tu vois, même Fabien Roussel a pété les plombs. Vous avez peut-être vu ça, c'était sur France Info ce matin. Regarde, le mec est complètement fou. On est passé d'une sorte de, tu sais, d'un habitué de camping que tu es content d'avoir à l'emplacement d'à côté parce que il aime la bonne bouffe, il aime le bon vin, tu rigoles, il est sympa comme tout. Il a quelques convictions, un petit peu de gaucho, mais pas plus. Et aujourd'hui, il pète les plombs, il va envahir la France. Écoute, merci à Atred44 pour le subprime deuxième mois, merci beaucoup. Vous croyez qu'on va se laisser plumer comme ça pendant combien de temps? Voilà ma réponse. Oui, mais les mots ont un sens, Fabien Roussel. Oui, envahir les préfectures. je vais revenir sur les mots que j'ai employés. Je suis
particulièrement en colère, comme beaucoup de nos concitoyens. Ceux qui sont allés en vacances, qui sont revenus de vacances et qui ont payé, comme moi, l'essence 2,52 € quand ils étaient dans le sud, sur la 7, et 600 km au-dessus, le même jour, 6 heures après, ils le payaient 1,99 €. Le même jour, on se fait plumer comme de la volaille. Les prix de l'alimentation qui augmentent de 20%, les prix de l'électricité qui augmentent 30% l'espace de 2 ans. Ça va durer combien de temps? On va se laisser plumer sans rien dire. Alors, effectivement, oui, on s'est réunis, on réfléchit, qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, c'est une question de légitime défense. C'est comme de la légitime défense. Les Français sont attaqués. On se fait attaquer, racketter, voler, et on ne devrait rien dire. Alors j'appelle effectivement à ce que on fasse de cette question sociale la rentrée du gouvernement, du président de la République et de tous ceux qui nous plument. Vous savez que 45% de l'inflation est provoquée par l'industrie agroalimentaire, entre autres, pétrochimie aussi, qui voient leur marge augmenter comme jamais. Mais vous voyez bien qu'en face, le goût. Alors, tu vois, Fabien Roussel qui montre les muscles, j'aurais parié beaucoup de choses, mais peut-être pas ça. Hein. Franchement, alors, il y a quand même, on va pas se mentir, il y a un début de caca culotte. Il y a un début de caca culotte parce que le gars, tu vois, au départ, appelle à envahir les préfectures. Bon, après, il te dit oui, mais bon, voilà, quand je dis non, mais voilà, envahir, voilà, j'ai dit, bon, faut avoir des pancartes. Mais il y a quand même un début de caca culotte parce que c'est vrai que on va pas faire 3 heures là-dessus, c'est tout le temps pareil. Si Marine Le Pen avait dit ça, on envoyait l'ONU. Et Marine Le Pen serait peut-être en cour martiale. Tu vois. Et je suis très sérieux quand je vous dis ça. Ça aurait fait la une de tous les journaux. Libération aurait imprimé en A1, format A1, avec la nausée, les chemises brunes, les années sombres, les années 30. Ils auraient tout mis d'un coup avec la tête de Marine Le Pen sous l'angle le plus dégueulasse possible. Donc, c'est... Bon, ça vient de la gauche, donc ça va, tu vois. C'est bon, il a le droit. Il y a un côté un peu sympa, tu vois. Donc, personne lui tombe sur la gueule. Il y a un début de caca culotte où tu sens que le mec s'est senti pousser une couille de Che Guevara. Bon, alors finalement, il a un poil de cul de Robert Hue, tu vois, donc c'est dommage, mais c'est quand même pas la même chose. Et bon, tu sais, petite marche arrière. Et puis tu te dis, mais attends, frérot, en fait, au départ, qui est allé discuter avec Emmanuel Macron aux rencontres de Saint-Denis? Parce que c'est sympa, en fait, d'aller se faire dorer la pilule, de bouffer à tous les râteliers. Et quand il s'agit d'aller se faire chatouiller la couenne, on envoie les citoyens. Tu vois. C'est quand même sympa de jouer au père courage quand tu t'es bien saucé, quand tu as bien mangé ce qui devait être bon aux rencontres de Saint-Denis. Parce que j'imagine que c'était pas cordon bleu, casse-citron pour tout le monde. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, Roussel, il est sympa. Mais se sentir pousser du courage, quand de toute façon, ça ne sera jamais toi qui iras sur les barricades, c'est un truc qui a le don de me tendre un petit peu. Et puis, comme d'habitude, vous allez voir qu'on va quand même faire une semaine sur cette déclaration, avec des médias qui vont dire « Ah, quand même, vous avez vu l'appel à la sédition, Roussel le factieux ». On va voir tout le monde qui va aller dans le débat, et à commencer par qui? Je te le donne, Émile. Jean-Luc Mélenchon, qui a déjà réagi sur Twitter. Jean-Luc Mélenchon qui a dit « Fabien Roussel appelle à envahir les préfectures ». Cette initiative violente et purement personnelle, elle n'a été discutée nulle part, pas même au PCF. Je crois donc qu'il ne serait pas raisonnable de s'y associer, compte tenu de la violence qu'elle supposerait dans cette impréparation totale. Oh ben merde! Jean-Luc Mélenchon serait donc une pompe à vélo lorsqu'il s'agit de secouer le cocotier. Oh merde! C'est marrant parce que les émeutes après la mort de Naël, la France Insoumise, ils étaient là. On se rappelle de David Guiraud qui n'appelait pas au calme. Et là, quand on appelle le peuple à venir envahir les préfectures, Jean-Luc Mélenchon, le bourgeois, ressort sa plus belle chemise à froufrou et nous dit « Oh, quand même, la violence !» Voilà, hein. Ce même Jean-Luc Mélenchon, qui il y a quelques heures, par exemple, dans un discours, nous avait dit ceci, je vais vous le retrouver. Ah, j'étais bien lancé, c'est dommage. Il y avait une bonne, t'as vu, il y avait une bonne dynamique là. Il y avait une bonne dynamique. Jean-Luc Mélenchon qui nous avait comparé Macron à Pinochet. Regardez, c'était cette séquence. Les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien. Et que les ayant menées ensuite, elles ont été répandues dans le monde entier. Ce que nous sommes en train de célébrer, c'est le début de notre propre lutte contre cette politique
Et nous la continuons ici même contre ceux qui la prolongent, qu'ils s'appellent Macron, qu'ils s'appellent Borne, qu'ils s'appellent comme ils veulent. Ils ont pour nous le même visage bestial. Commencez à Santiago du Chili. Voilà, donc en plus Emmanuel Macron qui compare bien sûr, Jean-Luc Mélenchon qui compare Emmanuel Macron à Pinochet, tu vois, en toute délicatesse, en toute souplesse, bien évidemment. Donc c'est quand même très intéressant de voir que au moment des émeutes après la mort de Naël, là la France Insoumise, t'as vu, ils étaient chauds, ils soutenaient les émeutes parce que c'est ça qui allait faire changer les choses. Et Fabien Roussel, alors dans l'hypothèse où ça n'est pas un énième coup de com' et que le mec est sérieux et a bien compris, comme de nombreux Français, que de toute façon la seule solution était celle-là. Hein, et c'est d'ailleurs ce que dit Juan Branco, hein, l'un des endroits que Juan Branco invite à envahir, ce sont notamment les préfectures. Entre autres, hein, c'est pas la priorité, mais bon. Et là, on voit Jean-Luc Mélenchon qui déboule et qui dit non, mais attention quand même. Et d'ailleurs, je suis entre parenthèses, quand on parle d'émeutes, vous avez vu le drame de cette jeune Soukaina qui a pris une balle perdue à Marseille, décédée à cause d'un malfrat qui tirait à la Kalachnikov dans la rue. La balle a traversé le mur de sa chambre, elle a pris dans la tête, elle est décédée. Là, on n'a pas d'émeute, par contre. Là, on n'a pas eu d'émeute. Donc, petite parenthèse pour dire toute la supercherie que constituaient ces émeutes. Mais ça, c'est autre chose. Donc, on a, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, en fait. Cette logique de coups de com' successifs, où on voit des personnages politiques qui sont des guignols qui se répondent entre eux, en plus qui un coup baissent leur slip, un coup le remettent. Enfin, c'est sidérant. Franchement, c'est sidérant. Et ça rend fou de voir ce Fabien Roussel. Tu dis, mais les gars, vous êtes aux manettes, vous êtes au pouvoir. Je veux dire, pourquoi en appelez-vous au peuple à aller se faire crever ou alors assumez votre incapacité. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là auront du courage le jour où, par exemple, un Fabien Roussel, voyant bien que la seule situation est justement d'envahir les lieux de pouvoir, d'envahir les lieux de représentation, que ces gens-là arrivent et disent, écoutez, voici mon écharpe de député, je la pose par terre. Voici ma lettre de démission, je quitte ma fonction publique, désormais je me range du côté du peuple et on va faire ça. Je ne toucherai plus un euro de cet État qui appauvrit les gens et les met dans la merde. Là, il y aura du courage. Je veux dire, Fabien Roussel, qui fait le malin, qui va continuer à toucher de l'argent public tous les mois de par ses salaires de fonction publique et qui crache dans la soupe en disant qu'il faut envahir les préfectures, mais c'est un guignol, c'est un putain de guignol. Je suis désolé, mais ça, c'est toujours pareil, en fait. Toutes les semaines, les choses se succèdent. Ça a au moins l'avantage de voir ceux qui se prennent pour des durs à la Mélenchon, qui est une sorte de Che Guevara du bon coin où il manque toutes les pièces. On voit bien à quel point ce gars-là est un guignol, est un bourgeois qui ne secourra jamais rien et qui va juste miser pour attiser les tensions en France avec tous ces chiens de garde qui vont grogner le plus fort possible pour attiser les tensions et ils ne seront jamais responsables de rien. Si au moment des émeutes, on avait eu des dizaines de morts du côté des forces de l'ordre, vous croyez seulement que la France Insoumise aurait dit quelque chose ? Et pareil, je suis obligé d'équilibrer parce que sinon on va me dire tu tapes tout le temps sur la France Insoumise. D'ailleurs, ils n'ont pas besoin de moi pour se taper dessus. Mais pareil de l'autre côté, pareil du côté du RN et compagnie, qui se frottent les mains alors que on les a peut-être jamais vus aussi incapables. Parce que Jean-Marie Le Pen, bien sûr qu'il disait des horreurs et des choses sidérantes, mais au moins il y avait quelque chose, il y avait de la sève. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen, vous voyez, mais son rapport à l'Union européenne est l'une des pires traîtrises qu'on ait eues en France avec le référendum de 2005 et ensuite 2008. Donc, ça devient complètement fou. Ça devient complètement fou. Et voir des bouffons du roi comme Roussel qui se secoue en venant jouer à Batman, c'est un truc de fou. C'est un truc de zinzin. Et en plus, qui qu'on a derrière dans Les Rois des Guignols ? Eh ben Manuel Valls. Manuel Valls chez Bourdin sur Sud Radio. Il a dit ça publiquement. À m'étonner et à me surprendre. Ouais. Le 11 septembre... on ne célèbre pas uniquement, on ne commémore pas uniquement l'attaque des tours jumelles de New York, on se rappelle aussi du coup d'État de Pinochet, de la mort de Salvador Allende, ce qui pour tous les gens de gauche qui ont un peu de mémoire comme moi, signifie beaucoup. Mais c'est des mots insupportables. Enfin, si j'étais trivial, je dirais il est devenu dingue. Mais je réponds à votre question. Oui. Dans cette banalisation de la violence,
du passage à l'acte. Ce que nous avons vu, bien sûr, fin juin, avec les attaques, évidemment, des forces de l'ordre, des personnes, des biens publics, des mairies, des bibliothèques, des écoles, des commerces. Dans cette banalisation de la violence, les mots ont évidemment une très grande importance, et notamment de la part de responsables politiques, et de la part de Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc venant de ce guignol escroc notoire, d'ailleurs, on ne sait pas encore s'il a remboursé l'argent qu'il doit à l'Espagne, mais voilà, en plus, vous voyez un défilé de trompettes quand on a ce genre de déclaration. Et tout ça est un sketch qui leur permet de gagner du temps. Parce que au fond, si on se détend un petit peu, au fond, il a raison, Fabien Roussel. Il a raison. Il a raison. Oui, aujourd'hui, on en est à ce point où si vous voulez faire bouger les choses, bah, est-ce qu'il reste d'autres solutions? Voilà. Est-ce qu'il reste d'autres solutions que celles que propose Fabien Roussel? C'est assez sidérant. Et pour vous dire là où on en est, tout ça sur fond, hein, vous l'avez vu passer les amis, hein, de la situation à Lampedusa en Italie, 6000 migrants qui sont arrivés, plusieurs dizaines de bateaux, la situation qui devient complètement zinzin, complètement intraitable. Comme d'hab, là aussi, le sketch est clair, alors qu'on peut commencer à parler d'une invasion migratoire, ce qui est assez clair. Alors après, politiquement, on va se séparer en différents camps. Il va y avoir le camp de ceux qui disent il faut fermer les frontières et ramener tout le monde d'où ils viennent. Il va y avoir ceux à gauche qui vont dire il faut accueillir tout le monde. Mais en tout cas, démographiquement parlant, c'est une invasion migratoire. 6000 personnes en l'espace de 24 heures ou 48 heures, c'est bien sûr du jamais vu. Mais Fabien Roussel nous allume un contre-feu, alors que ce qui se passe en Italie, effectivement, est complètement fou, dans la mesure où vous vous doutez bien que ceux qui sont arrivés ne vont pas rester en Italie, bien évidemment. Donc c'est dingue, c'est dingue, hein. Il y a quelques images, je vais vous montrer, regardez ce qui se passe du côté de Lampedusa. Alors, et puis après, tout le monde, hein, fait sa ligne, hein, Zemmour et compagnie qui font leur ligne, hein. Ça, c'est bien une chose. On a des images aussi, ça c'est marrant. Giorgia Meloni, c'était le sommet du G20, je crois, un plan serré sur elle, parce qu'on dit souvent Macron et tout, la cocaïne. Apparemment, Meloni. Pignon. Pignon. Une chouette hulotte. Une chouette hulotte, comme quoi il n'y a pas que Zelensky et consorts. Et donc voilà, hein, la situation en Lampedusa. Donc une situation qui est hors de contrôle. Donc affaire à suivre aussi là-dessus, les amis. Donc, pour revenir au sujet central, au sujet du jour, parce que mine de rien, on papote, mais je voulais vous le dire en introduction, j'ai complètement oublié. Ce soir, c'est aller les Bleus. Déjà, non mais au-delà de tout ça, je veux dire, à un moment, il faut se satisfaire de ce qu'on a. Au départ, c'est aller les Bleus. Et oui, France-Uruguay ce soir, 21h. France-Uruguay, Coupe du Monde de rugby. Alors, normalement, nos amis uruguayens devraient pas trop nous enquiquiner. On fait tourner en plus avec, par exemple, j'ai hâte de voir Louis Bielbarré ce soir à l'aile avec Gabin Villiers, ça va être génial. Donc voilà, allez les Bleus, on va pas faire 3 heures là-dessus parce que c'est pas le match du siècle. On fera un peu plus de temps d'antenne quand on sera sur du quart du final, mais on a rugby ce soir. Allez les Bleus, semaine prochaine c'est contre la Namibie, 2 semaines l'Italie, ça va être un match intéressant aussi. Mais attention à l'Uruguay qui a battu l'Argentine il y a quand même pas longtemps. Ça peut enquiquiner l'Uruguay. Donc voilà, il faut marquer, il faut prendre le bonus offensif, bien évidemment, parce que l'Italie l'a pris et pas nous. Faudrait pas que ça nous joue des tours. Mais j'espère, on embrasse, on salue nos amis uruguayens, mais j'espère qu'on va les déboîter. Je pense qu'il faut quand même se le dire. C'est l'esprit rugby, on se serre la main, mais c'est 50 points d'écart minimum. Allez, on revient sur le cœur du sujet, vous le savez. Sans transition, ceux qui étaient là avant-hier, on a regardé un débat très intéressant, vraiment chouette. Je crois que je vous avais demandé si vous vouliez continuer la deuxième partie. Quasiment tout le monde avait dit oui, donc ça fait plaisir. Le débat, Michel Onfray, Laurent Alexandre, autour du transhumanisme. Alors, je vous renvoie vers la première émission, si jamais vous ne l'avez pas vue. On a regardé la première moitié quasiment du débat. Et on a un débat qui est vraiment très intéressant, qui résume à peu près l'essentiel de chaque position, c'est-à-dire le camp, on va dire, réactionnaire, conservateur, on va dire, sur ces questions-là,
représenté par Michel Onfray, qui est plus sur une posture qui est de dire oui, l'intelligence artificielle peut avoir des points positifs. Maintenant, elle est défendue par des gens dont l'objectif est une énième marche en avant vers la domination et le creusement des écarts entre les gens. Et Laurent Alexandre, dans une posture de gourou complètement allumé, qui lui, y voit qui n'assume pas en fait, y voir ce que dit Michel Onfray et qui le défend avec des arguments complètement fous. On avait eu droit, par exemple, au fait que pour lui, de toute façon, les puces dans le cerveau des humains seront remboursées par la sécurité sociale et que donc ce sera trop bien. Et puis qu'on le donnera aux idiots, comme ça permettra de réduire les écarts intellectuels et donc les écarts d'évolution dans la société. Je ne caricature pas, hein, c'est vraiment ce qu'il défend. Donc on reprend le débat. On en était au moment de la question de la famine, de ces situations-là qui s'étaient améliorées avec le temps, car Laurent Alexandre compare l'intelligence artificielle à, par exemple, la question de la nourriture. Aujourd'hui, on a de moins en moins de gens qui meurent de faim, donc c'est bien la preuve que le progrès est positif. Une vision certes naïve, mais c'est la sienne. Je rappelle qu'à la fin du règne de Louis XIV, 2 millions de Français sont morts de faim en 2 ans. 2 millions de Français. Il n'y a plus jamais eu ça. Et des gens qui sautent des repas. Le taux de gens sauter un repas. Oui, tous les jours. Et puis mourir de famine, ça n'est pas la même chose. Ça n'est pas du tout la même chose. Le nombre de gens qui crèvent de faim sur Terre s'est effondré. Un pays comme l'Inde n'a quasiment plus de mortalité par famine, alors qu'il y a eu des dizaines de millions de morts au XXe siècle. On pourrait multiplier les exemples des grandes famines africaines et asiatiques qui ont régressé. En réalité, le niveau de vie a beaucoup augmenté. Vous parliez d'inégalités liées à Internet. On est 8 milliards sur Terre, il y a déjà 5 milliards de personnes sur Terre qui ont une connexion Internet. C'est quelque chose qui était totalement inespéré. Il y a une diminution... Oh putain, encore les pubs. Oh, je sens que ça va nous emmerder, ça, tiens. Ouais, je suis sur Dailymotion, c'est ce qu'on disait avant-hier. On est 4 encore, hein. Vraiment. Moi, le créateur, sa grand-mère et Remoi aujourd'hui, du coup. Il y a des pubs. Ouais, mais on m'a dit il faut mettre des outils, je sais pas quoi, là. Je sais plus, j'ai pas fait. Tu te doutes bien que j'ai pas fait. Voilà. Mais bon, il y a des pubs à la con, cigarettes électroniques. Ça, c'est vrai que je m'en branle. Ça c'est vrai. Et il y a 2 pubs, putain. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Hein. Pendant les pubs, je crois que je vais vous chanter du Renault, je pense. Peut-être le plus simple. Et Adblock, voilà, c'est ça. Neonium 7 qu'il y a Adblock. Faut faire Adblock. Si tu veux que je te dise. Faire Adblock. Maintenant, Dailymotion, j'y vais pas. Hein. Puis comme YouTube en tant que créateur, j'ai pas de pub. Alors, les jaloux. Égalité liée à l'accès à la culture et à la communication qui est spectaculaire. Si en l'an 95, quand Internet est arrivé, on avait dit qu'en 2023, même pas 30 ans plus tard, on aurait 5 milliards de personnes qui ont un accès permanent à Internet, on ne l'aurait pas cru. Ça aurait semblé complètement magique. Donc arrêtons d'avoir une vision totalement catastrophiste. En réalité, on n'a jamais eu un niveau de vie aussi élevé qu'aujourd'hui. L'espérance de vie mondiale n'a jamais été aussi élevée. En Afrique noire, l'espérance de vie, elle a doublé depuis 1980. L'accès à Internet et à la culture, il est bien meilleur qu'avant. Le taux de gens qui sont analphabètes sur Terre s'est effondré depuis 1990. Je ne crois pas qu'il faille avoir une vision totalement pessimiste du monde, même s'il y a des vrais enjeux. Et les enjeux dont vous parlez autour de l'augmentation cérébrale sont des sujets sérieux. Je ne pense pas, je suis d'accord avec vous, qu'il faille laisser à Elon Musk la définition de la politique du cerveau, c'est-à-dire la neuropolitique. Il faut encadrer par la démocratie, la société civile, le Parlement, l'utilisation que nous allons faire de ces technologies inévitables d'augmentation cérébrale. Et c'est un vrai enjeu politique. Éviter les inégalités intellectuelles, on a dit, en permettant la démocratisation de ces outils et en commençant par les implantations de ces technologies chez les gens qui ont le moins de facilité pour justement réduire les inégalités intellectuelles, c'est un enjeu fantastique. Et le deuxième enjeu politique, c'est de faire en sorte que ces technologies soient libératrices et non pas des nouveaux instruments d'oppression. Il ne faut pas faire de ces technologies de neuro-augmentation les systèmes qui nous conduisent à une neurodictature. Voilà, en plus, sur Laurent Alexandre, première interruption là-dessus, on fait du react, hein, vous savez, on réagit à ces vidéos-là. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en plus, Laurent Alexandre, parce que les gens n'ont pas encore de puce dans le cerveau, prend les gens pour d'immondes abrutis. C'est-à-dire qu'on nous refait le coup du... Enfin, on refait ce qui est un coup, normal, c'est-à-dire la fausse naïveté. Rappelez-vous, au moment du Covid, c'était pareil avec le QR code. Non, mais...
Jamais de la vie. Le QR code va être un outil de contrôle pour savoir qui rentre pas. Jamais de la vie, il y aura une mémorisation des données. Mais bien évidemment, je veux dire, ceux qui contribuent à mettre au point ces solutions-là savent bien quels sont les usages potentiels. Le mec qui a inventé le couteau à pain savait qu'au départ, le couteau normal, tu pouvais découper de la viande, mais la viande de toute espèce. Et ta belle-mère, si elle t'emmerdait un petit peu, ça pouvait devenir un sanglier. Donc, on a vraiment cette fausse naïveté qui est sidérante. Laurent Alexandre qui dit ah non, mais on va faire ça, mais vous inquiétez pas, messieurs, dames. Pas de problème, bien sûr que ça ne va pas devenir un outil de contrôle. Mais pauvre abruti, bien évidemment que si. Et vous le savez, je refuse de penser que ce mec-là est réellement bête et ne voit pas les possibles usages de ces solutions-là une fois mises en place. C'est absurde, c'est vraiment absurde. Et on pense franchement que les gens sont des abrutis pour leur vendre ça, quoi. Il ne faudrait pas, non, bien sûr, mais comment vous allez vous y prendre? Jadis, il y avait une machine qui marchait très bien pour fabriquer de l'intelligence, ça s'appelait l'école républicaine. Alors, elle marchait bien pour les élites, elle marchait moins bien. Elle marchait moins bien pour les couches populaires. Quand on regarde les copies au début du XXe siècle, elles sont moins extraordinaires qu'on le raconte parfois dans les gazettes. En réalité, il y avait des grosses inégalités intellectuelles, notamment par le fait que la scolarité était assez faible pour beaucoup de gens. Ma grand-mère a quitté l'école à 11 ans. D'aller à l'école de 6 ans jusqu'à 11 ans, ça permettait pas d'acquérir un grand savoir. Si, ça permettait d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser. Oui, mais pas d'aller beaucoup plus loin. Ça suffit bien, c'est pas utile d'aller jusqu'à... On a appris plus de choses après 11 ans. À l'école pour aller apprendre à trier les poubelles. On a appris plus de choses après 11 ans à l'école qu'avant 11 ans, nous deux. Non, mais mon père qui était ouvrier agricole, il a quitté l'école à 13 ans, il a toujours su lire, écrire, compter, penser, jamais une erreur de réflexion. Alors évidemment, on n'a pas passé du temps à lui expliquer qu'il fallait trier les poubelles. Et le temps qu'il a passé à l'école, je vous assure que moi j'ai acheté sur un marché récemment des caisses qu'une institutrice avait rédigées dans les années 50, et c'était à vendre parce que la famille s'en séparait. Je vous assure que quand vous voyez ce qu'on apprenait dans une journée d'école à ce moment-là, c'est pas exactement la même chose que si vous regardez ce qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles. C'est pas être décliniste que de faire ce constat. Mais cela dit, on peut là, aussi... on l'a dit déjà avant-hier, mais ça, c'est le Onfray qu'on aime. C'est le Onfray qu'on aime. Au bout d'un moment, on ne va pas rester en boucle sur ce qu'il a dit en période de Covid. On en a déjà parlé mille et une fois. Je sais que beaucoup d'entre vous ne peuvent plus le blairer par rapport à ça, mais j'ai envie d'être dans le juste milieu. Voilà. On peut reconnaître que parfois, les gens se comportent comme des abrutis, et parfois, c'est brillant. Et là, j'aime bien quand ça punch comme ça. Prends ça, Laurent Alexandre, alors ta puce, tu la fous dans ton cul. Tu vois, il a 2 doigts de nous lâcher ça et ça fait plaisir. Tu sais que ça, mon frère, ça devienne un loupard, tu vois. Ouais, je vais te pucer le cul, Laurent Alexandre, tu vas voir. Je suis pas le dernier pour une salade de phalange. Alors après, c'est mon frère, faut se détendre, c'est pas non plus Patrick Sébastien. Mais ça me fait plaisir quand il est comme ça. Ça rentre dans le lard. Et moi, déjà, j'aime le lard avant tout. Donc, c'est important. Et estimer qu'on apprend d'autres choses, justement, parce qu'aujourd'hui, on a un accès libre à peu près tout. Bonne vanne de Nyang Daouda, je suis obligé de la souligner, qui dit « sauf pour Mélenchon ». Il est vrai qu'il y a quelques rares personnages pour lesquels j'ai un peu de mal avec la notion de juste milieu, mais parfois je le fais. C'est déjà arrivé en janvier 2004, si je dis pas de conneries. On a démocratisé la culture grâce à Internet comme jamais. Cette vieille antienne du ministère de la Culture, démocratiser la culture, Internet l'a fait. Non, il y a n'importe quoi sur Internet. Si vous savez ce que vous... Bien sûr qu'il y a n'importe quoi, non, mais il y a aussi la Si culture. vous savez ce que vous cherchez, vous allez le trouver, vous allez bien le trouver sur Internet. Mais comment vous faites quand vous ne savez pas ? Formulez votre question, formulez votre recherche. Et que vous avez le premier crétin venu qui a fait son petit site Internet en pillant 2 ou 3 trucs, en disant n'importe quoi. Et en philo, on voit ça, par exemple, des gens qui veulent absolument avoir leur site de philo, avec il y a des copier-coller qui sont faits. Et Michel Onfray, vous faites partie des gens, et vous n'êtes pas le seul, qui n'ont pas attendu qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut aller lire, qui sont allés fouiller les marchés, les bibliothèques, et qui ont trouvé des livres et qui en ont fait leur culture. Internet, ça permet ça aussi. Non, je crois que c'est... On n'est pas obligé d'attendre qu'un prof nous dise. Non, mais quand vous avez... Je vous interromps, pardon. C'est le rappel des titres, et on continue ce débat juste après. Oh putain, à 2 doigts de lui dire ta gueule, quand même. Alors, attends, c'est le rappel des titres. Le gouvernement va convoquer la semaine... Comment on fait ? Voilà, ça repart là. Ou pour les manger. Est-ce que ça vous paraît crédible, Laurent Alexandre, ou est-ce que c'est une vision paranoïaque que celle de Michel Onfray? Michel Onfray est un peu pessimiste. Il y a des choses qui me paraissent évidentes. L'utérus artificiel va s'imposer, mais il sera au point seulement vers 2040-2050.
parce que la GPA n'est jamais complètement éthique. Et on voit bien l'augmentation des couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants. Et je pense que l'utérus artificiel est pour un couple de gays une solution plus simple, plus humaine, plus éthique que la GPA, parce que la GPA pose des problèmes moraux compliqués. Je rappelle que la GPA, c'est la gestation par autrui, c'est-à-dire par une femme, pas par un utérus artificiel. Donc une femme qui est la mère de l'enfant et à qui on enlève l'enfant. Je pense que l'utérus artificiel va se développer et que la société va considérer que c'est mieux que la GPA et que c'est plus éthique et plus humain. Donc l'utérus artificiel me paraît Là, je trouve que Laurent Alexandre, alors de manière tout à fait personnelle, j'ai de vrais doutes et de vraies limites sur la question de la GPA. On pourra y parler, en parler plus longuement parce que c'est un vrai débat, mais si vous voulez, j'ai toujours une limite un petit peu marxiste qui est de dire je croirais en la GPA le jour où les bourgeoises porteront les enfants des pauvres. C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'unilatéral dans la GPA, où on vante un modèle qui permet, par exemple, à Christophe Beaugrand d'avoir recours à la GPA aux États-Unis, de faire 14 émissions quand il revient en France, pour nous raconter à quel point il y a un problème en France. Sauf qu'en attendant, il a dépensé un peu moins de 100 000 $ à une femme à qui on arrache un enfant et qu'elle ne reverra peut-être plus jamais. Donc, j'ai un peu de mal là-dessus, sur cet aspect-là. Mais le pire dans ce que dit Laurent Alexandre, si j'enlève mon avis complètement subjectif, je trouve qu'il a raison. De dire que la société, fameuse fenêtre d'Overton, on en parle souvent, que la société accepte tôt ou tard la GPA, et en tout cas le recours à l'utérus artificiel, parce que justement ce sera plus éthique que la GPA, le pire, c'est que je trouve que ça se tient. Ça se tient vraiment. C'est-à-dire que on va en arriver là. On va en arriver à ce point-là, et ce sera un cheval de Troie, ce sera le gain éthique permis par la technologie. Même chose, par exemple, pour les dons d'organes, par exemple. C'est-à-dire que si demain, on arrive à fabriquer des organes, à partir, j'en sais rien, de cellules souches de porc, admettons, ben effectivement, on mettra fin à la notion de don d'organes, à la notion de prélèvement d'organes sur des défunts, sur les choses comme ça. Et donc, ça va être un cheval de Troie très important et sur lequel il faudra être très prudent. Ce sera celui-là, de dire, ouais, alors ok, la technologie, l'intelligence artificielle, bon d'accord, il n'y a pas de problème, mais regardez, avec les utérus artificiels, on gagne en éthique. Avec les organes artificiels, on gagne en éthique. Et ce sera un cheval de Troie tout à fait dangereux, qui permettra d'ouvrir la porte à énormément de choses. Et là, Laurent Alexandre est très clair là-dessus. C'est pour ça que ce débat, je le trouve vraiment passionnant, parce qu'il y a une forme de franchise qui est assez désarmante, mais qui en même temps se tient et nous pousse, a priori, à avoir ces réflexions, c'est-à-dire d'avoir un coup d'avance quand ça va arriver. Posée par l'utérus artificiel, c'est quand même assez sidérant. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien dans le ventre d'une mère pendant 9 mois. Il se passe rien. Non, mais c'est pas le problème. Le vrai problème, c'est que nous ne faisons plus de bébés en plus. Hein. Non, donc, si vous prenez la Corée du Sud, en Corée du Sud, le nombre d'enfants par femme est de 0,79 maintenant. Ça veut dire qu'en une génération, la population de la Corée du Sud va être divisée par 3, puisqu'il y a quasiment pas d'immigration. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc de toute façon, les femmes ne font presque plus dans pas mal de pays de bébés naturellement. Donc est-ce qu'il vaut mieux qu'on disparaisse démographiquement ou qu'on utilise l'utérus artificiel? Je pense qu'on a plus intérêt à promouvoir l'utérus artificiel que de disparaître démographiquement. Ma question était, pas ce que vous racontez là, qui est fort juste probablement, mais qu'il se passe quand même des choses essentielles dans le ventre d'une mère pendant 9 mois. C'est quand même sidérant. Et là, d'un seul coup, on vous dit tout ce qui se passe dans le ventre de la mère, c'est-à-dire les informations, les perceptions. Il y avait un très beau livre de Cyrulnik qui s'appelait Sous le signe du lien, que j'ai beaucoup utilisé avec mes élèves, qui montrait justement tout ce qui se passe dans l'utérus pendant 9 mois. Et d'un seul coup, on vous dit, mais plus aucune interaction. Ce que la mère mange, il expliquait Cyrulnik, dans le sud de la France, quand on mangeait de l'aïoli, les enfants avaient une autre relation à l'ail que quand dans le nord on mangeait, etc. Enfin, il se passe 1000 choses. La musique que vous écoutez, les informations... Ah, c'est reparti pour un tour de pub. Merci beaucoup à Elia Nachar pour le subprime. Première fois, donc ça fait plaisir. On a des petits nouveaux, ça c'est chouette comme tout. Intéressant, là aussi, intéressant, Michel Onfray. Je le trouve bon. Franchement, sur ce débat, je le redis, je sais qu'il y a certains grognons entre vous, mais je le trouve bon, franchement, Onfray, là-dessus. Dites ce que vous en pensez, mais vraiment, il me plaît bien. Oui, arrête de m'engueuler, Nium 7, je sais, Adblock, mais j'ai pas fait depuis tout à l'heure. Il y a une pub pour Disneyland. Ouais, j'aime bien Disneyland, moi. Ça me parle, moi. Bah oui. Après, j'aime aussi la pub, hein. Ça c'est vrai. Toufitoun qui dit très intéressant, vraiment. Oui, il est pas mal pour Lux Talua 88. Je crois qu'on est d'accord. Ça va repartir normalement. C'est des tranches de 2 pubs toutes les 5 minutes, j'ai l'impression.
C'est con qu'il n'y ait plus de créateurs de vidéos sur si les femmes se mettent à boire, ce qui se passe dans le corps des enfants quand elles boivent de l'alcool. Je vous rassure, on pourra remplacer par une puce le goût des Layoli et le but, c'est ça. On pourra, dans le liquide amniotique de l'utérus artificiel, on pourra mettre des produits chimiques pour donner un peu comme dans le meilleur des mondes. L'illusion de l'Ayoli, là. Bien sûr, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, l'affectivité, comment est-ce que vous allez la transmettre? Vous aurez une puce pour vous dire, voilà, tu auras été aimé par ta mère, mais comme il y aura eu une machine, elle t'aura pas aimé. L'utérus artificiel, si vous le mettez dans le salon, vous pouvez parler à l'enfant c'est formidable de vivre avec un utérus artificiel dans la maison. Non, mais attendez. Non, mais il fait peur. Hein. Franchement, Laurent Alexandre, il fait peur. Sans trembler du sgeg, il vous explique oui, c'est comme dans le meilleur des mondes, tout va bien. Merci à Les Astuces de Claudia qui vient de se prime pour le 10e mois. Salut à toi. Non, mais je cite Jean Valjeambon qui dit MDR, il me fume. J'ai envie de dire la même chose. MDR, il me fume. Sincèrement, le mec j'allais dire un anus artificiel. Lapsus. Un utérus artificiel dans le salon. Chérie, il reste des pistaches. Ouais, t'as vu le gosse, il a bougé là. J'ai l'impression qu'il a pété dans l'utérus. Qui veut ça chez lui? Déjà, je suis pas sûr de certains éléments de déco que j'ai chez moi. Alors un utérus, quand même pas sûr du coup. Je suis père de famille nombreuse de façon très, très traditionnelle. Je ne dis pas que je souhaiterais pour moi ou pour ma descendance de le futur que l'utérus artificiel existe. Je dis que cette solution, de mon point de vue, s'opposera. C'est la conséquence logique de la PMA pour tous, c'est du mariage gay. À partir du moment où on a autorisé les gays à fonder des familles, il est normal pas fonder des familles, c'est faire des enfants. Qu'on promeuve plutôt l'utérus artificiel que la GPA. En tout cas, en tant que citoyen, je pense qu'il est mieux de développer l'utérus artificiel que la GPA, qui me choque par certains aspects. Mais moi, elle me choque autant. C'est-à-dire que je suis pour que les homosexuels puissent se marier et adopter des enfants. Entendons-nous bien là-dessus. Je suis pas sur des registres homophobes. Oui, mais ils veulent pas adopter, ils veulent leurs enfants biologiques. C'est ça. Voilà. Alors, interrogeons-nous sur cette espèce d'obsession et ultra narcissique en disant c'est mon sperme, c'est mes ovules. Il y a un truc. C'est quand même mieux d'avoir des enfants qui nous ressemblent que des enfants qui ressemblent à quelqu'un d'anonyme ailleurs. Non, moi j'ai des enfants, des petits-enfants. La question qui se pose là, que c'est celle aussi que vous posez d'ailleurs dans votre livre, Michel Enfant, c'est est-ce que tout ce qui était naturel va-t-il devenir artificiel? Non, c'est plutôt que sur des questions comme ceci, parce que le truc effrayant, c'est qu'on se dit ah bon, après tout, on peut imaginer, parce que toujours le cheval de Troie, elle a eu un cancer de l'utérus, la pauvre dame, donc on lui a enlevé l'utérus, alors elle a eu les chimiothérapies, donc il est nécessaire de faire un utérus artificiel, puis après pouf, on continue dans le sens. C'est comme ça que ça va se passer. Mais bien sûr que ça va se passer comme ça. Mais bien sûr, c'est ce que j'appelle le cheval de Troie. On vous fait désirer la chose en vous disant mais quoi, vous êtes quand même méchant, vous ne permettez pas à des femmes qui auraient eu un cancer, etc. Donc évidemment que c'est comme ça qu'on va avancer. C'est toujours comme ça qu'on avance vers la barbarie, en faisant prétendument des progrès pour la civilisation. Pas de la barbarie. Il dit simplement que... Mais il y a aussi un autre livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado, quand j'ai lu ça, c'était le livre de Jean-Pierre Changeux, qui s'appelait L'homme neuronal. Livre formidable qui nous explique comment se constitue le cerveau. Et là on se dit, mais il va se constituer comment? Aucune interaction, de la chimie. Vous allez fabriquer des cerveaux avec des bains dans lesquels il y aura de la chimie. C'est-à-dire que moi, je veux pas de la chimie, je veux l'alchimie d'un corps, d'une femme qui est une mère, qui, avec son mari, son compagnon, a une vie de couple autour de cet enfant qu'ils attendent, qu'ils préparent. C'est une espèce de barbarie pour moi de fabriquer. Qu'on s'en félicite ou pas, cette maternité 1.0, elle va disparaître parce que l'utérus artificiel sera plus pratique à terme et permettra de mieux contrôler la grossesse. Et en plus, je le répète, ce sera la seule solution pour les couples homosexuels. Mais il n'y a pas que dans la vie, quand même, dans le monde. J'ai pas dit qu'il y avait que. On ne va pas changer l'humanité parce qu'il y a quelques couples homosexuels. Non, mais la revendication des groupes homosexuels à pouvoir fonder des familles biologiques va s'imposer et sera autorisée par la loi. Il suffirait juste que la loi dise vous avez la possibilité d'adopter des enfants sans qu'on mette en place un changement de civilisation. Pour quelques homosexuels, changer la civilisation, ça peut pas être un bon argument. Il peut y avoir des bons arguments pour que les homosexuels puissent accéder à des enfants pour fabriquer une famille, et je vous dis qu'il y en a d'autres. On peut aussi fabriquer des enfants autrement, avec des amis, des complices. Le libertinage est possible, je ne sais pas le lieu, mais tout est possible ou pensable pour qu'on puisse fabriquer des enfants à l'ancienne, sous les couettes, quand on est homosexuel, etc. C'est pas le sujet. Mais cette idée qu'on peut aujourd'hui décérébrer les enfants, fabriquer des enfants au sens étymologique, décérébrer. Pourquoi décérébrer? Mais parce que l'utérus artificiel va pas entraîner ce qu'on mettra. Bien sûr que si, ce que vous allez mettre dans le cerveau des enfants, vos produits chimiques, ça va où? Ça va fabriquer un cerveau. Quand cet enfant il va naître, vous allez le sortir de la boîte 9 mois plus tard, il va avoir un cerveau dans lequel il y aura des informations que vous lui aurez données par biochimie.
Ce que vous voyez tous les deux, de toute façon, c'est que le silence assez éloquent de Laurent Alexandre pris sur le vif. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la question de Onfray. Est-ce que vous croyez vraiment ça? C'est hallucinant. Le mec qui parle comme ça de maternité 1.0, on dirait qu'il joue aux Sims, si tu veux. Il joue aux Sims. Ce sont des gens qui jouent avec un jeu vidéo. Mais imaginez seulement, et je crois que malheureusement, on n'est pas très loin du compte, imaginez seulement des gens comme Laurent Alexandre qui sont au pouvoir et ou qui détiennent suffisamment d'argent et d'investissement pour réaliser ça. Des Laurent Alexandre, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et c'est vrai que je vois plusieurs commentaires dans le chat et je suis complètement d'accord avec vous. Ce qui m'interpelle encore plus sur les positions d'Onfray concernant le Covid-19 et le vaccin, parce que lui-même parle de cheval de Troie concernant l'acceptation progressive de la technologie dès lors qu'elle s'immisce dans notre quotidien et se justifie elle-même par des apports positifs, mais le vaccin du Covid-19, c'était la même chose. Je veux dire, on a un ARN messager qui a été peu ou pas testé sur population générale, et on l'a fait accepter. On a fait accepter une technologie, on a fait accepter une manipulation génétique avec cette dynamique de cheval de Troie, de dire ouais, mais en même temps, on n'a que ça. Et donc, je suis vraiment étonné, en fait, vraiment étonné que Michel Onfray ait mordu à l'hameçon d'un côté, et que sur ces questions-là, je le trouve, c'est bien sûr biaisé, c'est mon avis, mais je le trouve tout à fait clair et lucide là-dessus. Très bonne vanne de Fléau 93 qui dit peut-être qu'il avait arrêté de fumer, c'est possible comme Cluzet. Vous voyez des castes. Alors, de façon plus ou moins paranoïaque, qu'on peut dire, mais vous voyez des castes. Vous voyez, une élite dirigeante et des travailleurs intelligents face à des castes manuels qui seront à leur service, par exemple. Et vous voyez des travailleurs dépassés qu'il va falloir aider, on ne sait pas trop comment. Non, moi je crois au droit. Des gens qui auront été augmentés. Je crois au droit opposable de l'intelligence. Je crois que tout le monde doit être intelligent dans la société de demain à partir du moment où nous laissons l'intelligence artificielle galoper. Donc la société a une responsabilité, c'est de rendre tout le monde intelligent. L'école ne s'est pas donné cette mission. Il faut demain, quel que soit le moyen technologique utilisé, que l'éducation et la société rendent tout le monde intelligent. Il n'y a pas de place dans un monde où l'intelligence artificielle est ultra intelligente pour des gens moins innovants et moins doués sur le plan cognitif. Ce serait un cauchemar social que d'accepter des gens complètement perdus face à l'intelligence artificielle. Et donc le droit opposable à l'intelligence... Vous nous parlez comme si tout le monde pouvait devenir intelligent, même avec des moyens sophistiqués, comme ceux que vous décrivez, mais c'est comme si la promesse de la chirurgie esthétique voulait que tout le monde sera Alain Delon. Vous savez bien que c'est pas vrai. On l'a fait croire, beaucoup l'ont cru, mais enfin non, à la fin, tout le monde n'est pas... C'est très bon parallèle de... Merde, je perds son nom. Tadei, Frédéric Tadei. Alors déjà, quand le présentateur commence à mettre des branlées à un invité dans un débat, c'est pas bon signe. C'est que vraiment l'invité est à côté de la plaque. Mais c'est vrai que très intéressant, le parallèle de la chirurgie esthétique, c'est ça. Waouh. Le parallèle de la chirurgie esthétique, c'est celui-là. On avait promis le fait que tout le monde allait être Bardot ou Delon, et en fait, il n'y a que les riches, les gavés de pognon qui ont fait de la chirurgie esthétique. Alain Delon et Catherine Deneuve. Je ne suis pas un grand fan de l'intelligence artificielle, mais il va falloir que la société fasse avec l'intelligence mieux que la chirurgie esthétique fait avec les liftings. Voilà. Donc vous savez que c'est limité. Qui effectivement sont à la beauté ce que les œufs de l'Inde sont au caviar. Maintenant, à partir du moment où ça va créer une nouvelle humanité dans votre esprit et dans le vôtre aussi. Oui. Vous le regrettez, mais ça va créer une nouvelle humanité. Il y a un consensus là-dessus. Entre vous deux. L'homme 1.0 est mort, c'est une certitude. Pour vous aussi, oui. Pour moi non. Mais moi je n'entre pas dans ce débat, je vous laisse libre. Ce que je veux dire, c'est qu'à nouvelle humanité, forcément, il y a une nouvelle morale. On ne va pas en rester à ce qu'on a cru depuis 2000 ans, par exemple. Nous allons vers une morale démiurgique. Homo Deus aura une nouvelle morale. Homo Deus que nous devenons aura une morale démiurgique. Dieu n'existait pas, nous sommes en train de le créer, c'est nous dopés par les nouvelles technologies, et forcément que nous allons changer de morale. Nous n'allons pas... Mais en vrai, c'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, Laurent Alexandre. Dieu n'existe pas, nous allons le créer, mais mec... En vrai, si ça avait été un grand penseur, un intellectuel reconnu, tu dis bon, pourquoi pas, tu vois. Mais en vrai, Laurent Alexandre, au risque d'être un petit peu dur, et je ne sais pas pour psychiatriser l'adversaire, mais je trouve que
le manque de clientèle des asiles m'étonne de plus en plus. Parce que quand tu arrives dans une époque où un type qui a inventé Doctissimo, qui déboule à la télé, qui t'explique qu'on est en train de créer Dieu, que 2 ou 3 jours après, tu as quelqu'un avec une tub qui arrive chez un gynéco et qui se plaint de ne pas avoir été ausculté, au bout d'un moment, je veux bien défendre toutes les causes du monde et je veux bien respecter toutes les volontés individuelles, mais d'en arriver à ce point de négation du réel, moi je veux bien, mais... Ou alors on ferme les asiles et on accepte que l'asile soit devenu le monde, mais ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même, hein. J'ai de plus en plus de mal. Honnêtement, je pensais pas qu'il en était à ce point-là, le cousin, Laurent Alexandre. C'est zinzin, hein. Pas passer les prochains milliards d'années à fabriquer des brouettes et des espadrilles bio à la main. Effectivement, qu'Homo Deus va se fixer des objectifs existentiels incroyables. Conquérir le cosmos, tuer la mort, développer des formes d'intelligence artificielle extraordinaires. Et tout ça va entraîner une nouvelle morale, ce que j'appelle un théologiciel, le logiciel des dieux. Et ça, c'est une rupture par rapport à la morale judéo-chrétienne, bien sûr, mais par rapport à l'ensemble de notre histoire depuis que nous sommes une espèce pensante il y a à peu près 300 000, 400 000 ans. C'est Nietzsche. Oui, non, oui, parce que Nietzsche n'est pas égalitaire. Alors que Homo Deus, ce sera tout le monde intelligent. Alors que Nietzsche, lui, voulait des castes. Il n'y aura pas de différence entre le surhomme nietzschéen, les hyperboréens et puis les Tchandala, comme dans Nietzsche. Grâce à la technologie, tout le monde sera Homo Deus dans le monde de demain. Je voudrais juste sauver Nietzsche, qui n'a jamais dit autant de sottises. Il n'a jamais voulu... C'était un raccourci, Michel. Ah bah, très raccourci, oui, mais il ne mérite pas ça. C'est la version ChatGPT. Oh, le missile. Ça me plaît. Ça, j'aime bien Onfray quand il est comme ça. Oh, la boîte. Voilà, non, Nietzsche, c'est surtout pas ça. Le surhomme de Nietzsche, c'est une figure ontologique, pas politique. Et ça, je sais que vous avez l'intelligence qui vous interdit ce genre de choses, mais c'est ce qu'on a fait dire à Nietzsche à partir d'Hitler. Et ça, c'est pas audible. Alors, parenthèse fermée, juste pour dire que dans les... Oh, putain, forcément. Oh, la boîtasse qu'il lui met. Elle est belle, hein. Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, celle-là. Laurent Alexandre qui tente de faire du Nietzsche, qui se fait défoncer. Alors, effectivement, chacun sa partie, hein. Chacun sa partie. L'autre se prétend expert en intelligence artificielle, enfin, en tout cas, sur ces idées-là. Bon, bah, c'est sûr que oui, tu t'es face à un philosophe de métier. Bon, c'est normal aussi, hein, je veux dire. Elle est belle, hein. Ah, celle-là, elle me plaît. Celle-là, elle me plaît beaucoup. Ça me plaît pas mal. Et effectivement, Tomic 302 qui nous dit les conventions de Genève interdisent ce genre de missile. Normalement, oui, hein. Sur un plateau de TV, il me semble que tu n'as pas le droit de déculotter quelqu'un de la sorte. Il me semble. Après, voilà. Les civilisations, il y a des périodes de tuilage. C'est-à-dire, moi, j'aime bien lire, par exemple, ce qu'on appelle le bas empire ou l'Antiquité tardive, ça dépend comment on veut nommer la chose, mais il y a un moment donné où l'Empire romain, c'est fini, et l'Empire chrétien, c'est pas encore, mais c'est déjà le début. C'est-à-dire qu'entre le Christ, dont je pense qu'il n'a jamais existé historiquement, mais c'est une autre affaire, c'est mon prochain livre. Entre le Christ, on dira 33 pour la crucifixion, et puis Constantin, qui est au pouvoir, dit au début du IVe siècle, ça devient une religion d'État. Il s'est passé plein de choses. Et donc, il y a eu effectivement des morales particulières, et c'est une morale qui va se structurer, judéo-chrétienne, avec l'épée de Saint-Paul et avec le pouvoir de Constantin. Je pense que la morale vers laquelle nous allons, c'est le wokisme. Le moment du tuilage, il est là. C'est-à-dire qu'elle est déjà là, cette morale. C'est une morale wokiste, et il y a un moment donné, si nous avons un Constantin planétaire, ou un Constantin européen, ou je ne sais quoi, et qui dit ben, « moi, je vais décider que ce sera la morale obligatoire et la morale que vous serez obligé de respecter, alors ce sera la morale. » Je pense qu'il va falloir partir de ça. Je ne fais pas encore de théologie sur l'homo deus. On peut le faire, hein. J'ai parlé un peu tout à l'heure de ce type qui s'est suicidé parce qu'on lui proposait une immortalité dans un univers virtuel. Je pense que quelque chose se joue ici, où effectivement, on réinvestira l'au-delà à partir du virtuel, et où on créera des divinités. Assez probablement, on créera des divinités. Mais dès à présent, la morale de destruction du judéo-christianisme, c'est la morale wokiste. Et donc, on la voit apparaître, on la voit avancer. Cette morale, elle se constitue, comme on voit des amas de cellules qui vont donner un jour un être. Et le wokisme procède de cette morale alternative qui ne pourra pas ne pas advenir. Laurent ? Oui, je suis d'accord avec Michel, on va radicalement changer de morale et avant d'avoir une morale, un théologiciel à l'homo deus, il va se passer plein de choses. Comme il s'est passé effectivement pendant l'Empire romain, avec des mouvements très puissants, comme le marcionisme qui a été détruit
qui a été détruit dans un bain de sang, puisque tous les disciples de Marcion ont été zigouillés par l'Église, parce que Marcion voulait séparer l'Ancien Testament du Nouveau Testament et considérait que le Dieu de l'Ancien Testament n'était pas digne du Christ et que le Christ d'amour ne pouvait pas être le Dieu vengeur de l'Ancien Testament. Et l'Église considérait qu'il ne fallait pas d'y joindre lorsqu'on a créé le canon, qu'on a finalisé le canon, qu'il ne fallait pas joindre l'Ancien et le Nouveau Testament. Je pense effectivement que nous allons rentrer dans une période d'instabilité théologique, d'une instabilité morale, philosophique extrêmement grande. Mais c'est normal. La transformation pour passer de l'homme 1.0 vers Homo Deus est une transformation absolument inouïe, extraordinaire. Nous n'avons aucune expérience d'une telle transformation, bien évidemment. Nous avons une part très faible de la population qui s'intéresse à la philosophie, aux enjeux politiques sous-jacents. Donc ça va beaucoup tanguer tout au cours du XXIe siècle et probablement dans les siècles après, jusqu'à ce que la nouvelle morale se stabilise. Et je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, il nous est quasiment impossible de voir sur quelle base nous allons faire aboutir cette morale du futur. Et il y a une question qui peut se poser, si vous avez raison, alors Alexandre, il y a une question qui peut se poser assez vite, c'est qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs dépassés ? Par exemple, on le voit depuis ChatGPT, on voit qu'un certain nombre de professions sont dans le collimateur. ChatGPT pourrait faire la mienne, par exemple, vous voyez, d'être alors, il y a devant un écran. Vous connaissez la réponse du fondateur de ChatGPT. Le fondateur de ChatGPT a dit « Je vais lancer une grande expérience de revenu universel » pour les gens dépassés par ChatGPT, donc Sam Altman, et il a dit « Nous allons mettre au revenu universel les travailleurs qui ne pourront plus être compétitifs face aux versions futures de ChatGPT. » Alors, pour tout vous dire, pour moi, c'est un scénario totalement dystopique, c'est une horreur politique. Ce scénario qu'on nous propose... Pour que lui trouve qu'il y a quelque chose de dystopique dans un point, c'est que vraiment c'est grave. Où les travailleurs qui ne sont pas assez innovants sont mis à la sortie de l'école au revenu universel jusqu'au moment où ils rentrent chez Orpea, pour moi, c'est un cauchemar politique. C'est pour ça que je crois beaucoup aux technologies d'augmentation cérébrale, parce que je ne voudrais pas qu'une part croissante de la population passe sa vie au revenu universel avec des jeux et du pain à la romaine, là encore, entre l'école qui deviendrait dans ce cas-là une garderie et puis Orpea. Mais donc, vous voyez oui, que ça je donne... pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce qu'ont fait des travailleurs qui sont dépassés par l'intelligence artificielle. Il va y en avoir de plus en plus. L'école n'a pas commencé à penser à sa métamorphose et pourtant d'éviter la marginalisation d'une part très importante de la population et donc la création d'un monde à la métropolis, ça va être la tâche politique la plus importante au XXIe siècle. Mais vous me donnez raison. Quand vous avez l'hypothèse optimiste en disant la sécurité sociale va faire de telle sorte qu'on va égaliser une intelligence totale, etc., vous êtes en train de me dire que la réalité vous donne tort, puisque ce type nous dit revenu universel pour les crétins, ça va faire des consommateurs, ils vont pas se rebeller, quand ils auront de l'argent, ils pourront aller au tiercé. Je vous ai dit que c'est à mes yeux un cauchemar politique oui. Et que je pense qu'il faut lutter contre Mais cette je vision. pense que c'est lui qui va gagner. Parce que vous obtiendrez le silence des gens quand vous leur donnerez de l'argent et que vous leur direz vous pourrez passer votre temps devant les jeux vidéo, la télévision, fumer, boire, faire du sport, vous occuper de vous-même. On peut aller plus loin. Il y a des gens de la Silicon Valley qui proposent pour les gens au revenu universel la gratuité des casques de réalité virtuelle pour que les gens passent toute leur vie dans la réalité virtuelle gratuitement avec l'abonnement de réalité virtuelle et le casque de réalité virtuelle offert en même temps que le revenu universel. Vous pouvez pas mieux me donner raison. Ce serait une bonne chute, mais il trouve qu'on a encore 5 minutes. Donc on va les occuper quand même. Quand vous dites que c'est le début de l'aventure humaine, Laurent Alexandre, au fond, on va se débarrasser, c'est votre hypothèse. Jusqu'à maintenant, on a débarrasser des limites. On a bricolé. Voilà. On a découvert qu'il y a plusieurs galaxies seulement il y a 100 ans, en 1922. On en a déjà découvert, on estime qu'il y en a plus de 2000 milliards. L'exploration du cosmos ne fait que commencer. La lutte contre la mort ne fait que commencer, même si le vice-président de Google, Ray Kurzweil, a déclaré récemment que les successeurs de ChatGPT pourraient permettre la mort de la mort, l'euthanasie de la mort, la vie éternelle à partir de 2029, c'est-à-dire dans 6-7 ans. Donc les chantiers
qui s'offrent à l'homme 2.0, Homo Deus, sont immenses. Nous avons du boulot pendant des milliards et des milliards d'années. Nous avons plein de découvertes à faire. On en fait de plus en plus des découvertes scientifiques. Et donc, je pense que Homo Deus ne doit pas être au revenu universel. Homo Deus doit conquérir le cosmos, lutter contre et démanteler tous les impossibles et découvrir comment est né l'univers, quelle est l'histoire de l'univers, pourquoi l'univers est là, etc. Ce sont des chantiers absolument extraordinaires, des chantiers intellectuellement fascinants. C'est pour cela que je pense vraiment que l'aventure humaine ne fait que commencer et que la métamorphose que nous connaissons va être va être l'occasion d'ouvrir des chantiers intellectuels et philosophiques absolument géniaux. Alors, la version noire maintenant. Oui. Non, mais je pense que vous avez raison sur l'aspect terriblement excitant pour les gens qui vont contribuer au projet. Moi, j'imagine que le matin, on se réveille et on dit voilà, je vais au travail parce que je vais produire ça. Je vais travailler à la production de ce genre de choses, c'est formidable. Mais il y a les autres, je vous le rappelle. Et je voudrais pas avoir le triomphe un peu facile, mais quand vous me dites qu'effectivement, il y a des gens qui ont prévu déjà qu'on file le revenu universel, qu'on vous file Oh putain, encore une pub. Bon, de toute façon, je crois qu'on est au bout. Je crois qu'on est au bout de la vidéo. Ils ont fait le point à peu près tous les deux. C'est fou, hein, vraiment de bout en bout. De bout en bout, ce débat aura été très intéressant parce qu'il stabilise deux grandes positions, si vous voulez, d'un Michel Onfray qui semble même un petit peu sidéré par moment. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé comme ça, mais on le sent un petit peu sidéré. Et d'un Laurent Alexandre, je pense, aveuglé par cette passion du progrès, aveuglé par ce désir de progrès qui fait que le mec vous sort des énormités, d'ailleurs, sur des choses extrêmement hypothétiques. Et puis, en plus, dans un élan, si vous voulez, de dinguerie, où le mec vous lâche, on va avoir du travail pour des milliards et des milliards d'années. De quoi il parle, quoi. C'est assez sidérant, mais intéressant comme débat. J'étais content de faire du React avec vous, les amis, de vous en parler, et je crois qu'on est bon. Je crois qu'on est bon pour aujourd'hui. Direction le bistrot pour le match France-Uruguay. On a déjà les copains qui sont sur place. Voilà, on a fait une bonne émission, on a fini notre débat, les copains. On reviendra peut-être un petit peu dessus, et puis ce sera un juste bistrot d'avant vacances, hein. Ah bah ouais, hein. Ah bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, c'est vacances, hein. Ça, je vous avais dit, hein. Pendant une semaine, c'est fini, hein. Le pangolin en vacances. Donc, ça va être chouette. On va se reposer, on va éteindre les moteurs. Pas de vidéo pendant une semaine parce que la fin d'année va être complètement zinzin, je vous le dis. Et l'année prochaine avec les européennes, pareil. Donc, on fait redescendre la pression, on se calme un petit peu et on va revenir pleine balle. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne émission. On se retrouve demain pour le Juste Bistrot d'avant vacances. On finit en beauté. Merci à DJ Kikis pour le sub 2e mois. Je vous embrasse les copains. Allez les Bleus, allez le 15 de France ce soir. Vive la rigolade, vive la France. Allez, à demain.